Pour vous, c'est quoi l'art de lire? C'est avoir un maximum d'humilité quand on pénètre dans un livre. C'est-à-dire, il ne faut jamais tirer un livre vers soi. Il faut accéder à une œuvre. Il faut partir, prendre un livre comme on prend un chemin et ne pas se dire qu'au bout de ce chemin, je vais déboucher sur la plage. Parce que si vous vous focalisez sur la plage, vous pouvez rencontrer un temple millénaire aztèque et ne pas le remarquer parce que tout ce qui vous obsède, c'est la plage. Donc il faut prendre un livre et se dire, tiens, je vais partager un moment avec cet auteur, qu'est-ce qu'il va me raconter? Il ne faut rien attendre. Et c'est là où vous êtes attentif à tous les petits détails. C'est là où vous pouvez vraiment pénétrer une œuvre, vous y diluer complètement et toucher du bout de votre main les personnages. Vous êtes un écrivain du détail. J'essaie, oui. C'est très important, le détail. La preuve, la littérature, ce n'est qu'un détail. C'est la vénération du détail, c'est la mise en exergue du détail. Ce que nous voyons autour de nous ne nous interpelle aucunement. Tant on est occupé à courir après un métro, à trembler devant la menace de la délocalisation, ça nous rend complètement démons. Et puis la littérature s'attarde sur des petites choses. Et moi, je suis un bédouin et ma tribu, mes ancêtres m'ont toujours enseigné ceci. L'essence de quiétude réside dans leur simplicité. Et la littérature, quelquefois, nous aide à nous attarder un peu sur des choses simples qui pourraient changer le cours de notre existence. Vous avez besoin de le regarder, ce détail, ou votre imaginaire suffit pour avoir les images? C'est lui qui vient frapper à ma porte. C'est-à-dire? Oui. Mes personnages, par exemple, oui. Au début, quand j'avais écrit l'Olympe des Infortunés, ça s'appelait l'appel de la ville. Oui. C'était peut-être en faisant allusion à l'appel de la forêt de Jack London. Oui. C'est un chien-loup qui rêve de rejoindre les animaux, les loups dans la forêt parce que la proximité des hommes le déçoit. Il trouve chez les hommes beaucoup plus de cruauté, d'animalité que dans un milieu faunesque. Et là, j'ai voulu faire le contraire. L'appel de la ville, c'est un homme qui essaie de retourner à la civilisation parce qu'il trouve dans la déchéance beaucoup de l'animalité. En fait, il ne la connaît pas, la civilisation, parce que si on raconte un tout petit peu l'histoire, c'est Junior. Oui. Junior, donc, cette cervelle d'oiseau avec ce corps d'ado et cette trentaine d'années. d'années. De Pierrot. Voilà, qui vit avec H, le borgne musicien, une histoire d'amour. Oui, un amour très fraternel. Très paternel, oui. Même. Possessif. Paternel, même. possessif. Oui. Mais on va en parler, parfois bienveillant, et puis on se rend compte il est tout le temps étouffant. bienveillant. Oui. Bienveillant, mais étouffant. Oui, mais possessif, oui. C'est des fois ce qui arrive avec les mères, ou les pères d'ailleurs. Avec les maris ou les femmes. Ou les femmes aussi. Donc Junior, finalement, la peur de H, qui a eu une vie avant, mais ça on le sait après, nous, on découvre la vie qu'il a eue avant. Donc sa peur, c'est que Junior, qui est un peu simplé, c'est comme ça qu'il le voit, aille vers la ville, parce que la ville va le détruire, va le manger. Non, il veut le garder. Oui, mais il ne veut pas. Oui, il veut pas aussi que la ville. Oui, c'est une ogresse qui broie. C'est-à-dire dans la ville, les gens n'ont pas le temps pour les autres. Bon, c'est un peu la schizophrénie, la peur de l'autre, la méfiance, l'individualisme, un manque flagrant d'empathie. On ne s'attarde jamais sur un désarroi ou sur la détresse de quelqu'un. On ne connaît pas son voisin. On peut passer 10 ans dans un même immeuble sans connaître qui est celui qui habite à côté. Mais voilà, il essaye de lui dire tout ça. Il faut signaler qu'il s'agit de gens qui n'ont plus rien. C'est-à-dire qu'ils ont tout perdu ou ils ont renoncé à tout. Et c'est pour ça que, quelle que soit notre pauvreté, il nous restera toujours la richesse que nous sommes capables d'aller chercher chez les autres. Et H, il a trouvé sa richesse dans ce simplet. Mais c'est aussi une parabole sur la modernité aujourd'hui et sur le phénomène social qui est en train de nous cheptéliser. H, le borgne, c'est un peu le borgne au pays des aveugles. Donc il manipule le simplet qui est peut-être le peuple. Parce que le peuple, il n'a pas encore accédé à la maturité par rapport à puisqu'il confie son destin à des hommes, à des politiques qui ne sont pas forcément les meilleurs, ni les plus efficaces.
Donc, et ces politiques considèrent le peuple comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Et donc, on est tout le temps en train de chercher de quelle manière on pourrait le secourir, l'aider, l'assister. On l'infantilise tout oui, en... Oui, tout est... Oui, le peuple... Parce que c'est assez paradoxal. Là, par exemple, et les politiques sont pareils, on infantilise tout en disant « mais tu vas comprendre et tu vas réfléchir ». La peur surtout. Et Avant, on disait il faut, comment dirais-je, diviser pour régner. Maintenant, il faut faire peur pour régner. Il faut parler d'une menace chimérique. Il faut tout de suite créer des situations d'insécurité, des foyers de tension. Et d'un seul coup, les gens, hop, ils se replient. C'est justement l'instinct grégaire qui nous empêche de reprendre nos esprits et de décider par nous-mêmes du sort que nous voulons, de la vie que nous voulons vivre. C'est cet instinct grégaire, et cet instinct grégaire, bien sûr, n'est propitiatoire à toutes les dérives que lorsque la menace lui est imposée. La menace ou la peur. Regardez maintenant la France. Pour un étranger comme moi, par exemple, je vois ce pays avec beaucoup de recul. Et je trouve que c'est quand même un pays fantastique. Un peuple éveillé. Et pourquoi on essaie de lui faire peur? Pourquoi on lui crée des choses absolument aberrantes? Peut-être parce que les gens qui sont censés être à la hauteur de ce peuple n'ont rien trouvé à lui proposer de digne de lui. Voilà, c'est tout. Il y a quelqu'un qui vient dans cette histoire qui est un homme éternel qui s'appelle Ben Adam. Oui. Il arrive page 143. On n'est pas à la fin du livre, mais... Page 143. Ah. Je vous le dis, hein. Je ne sais pas, c'est un signe mythique ou quoi? Qui est-il? Ouais. Ben, c'est l'homme. Ben Adam, chez nous, on dit Ben Adam. Ben Adam, ou Ibn Adam, ouais. Ou Ben Adam, ça veut dire le fils de l'homme. Nous sommes tous des Ben Adam. Et il vient voir C'est nous tous. Oui, c'est nous tous. Ouais. C'est notre histoire. Pour moi, l'homme n'a qu'une seule vocation, c'est de rebondir à chaque fois qu'il est jeté à terre. C'est ça la vocation de l'homme. Même s'il porte en lui les clés de tous les cataclysmes, il reste quand même celui par qui tous les miracles sont possibles. Les miracles comme les désastres. Mais je préfère la Ben Adam parle justement de l'homme éternel, de celui qui, depuis la nuit des temps, a toujours combattu toutes les épreuves et a surmonté à tous les cataclysmes et à tous les tsunamis, les guerres, les maladies, enfin, les épidémies. Voilà, il est venu dans cette décharge publique pour parler à ces gens qui ont décidé de renoncer à tout et pour leur dire que tant qu'on est saint de corps et d'esprit, on n'a pas le droit de tourner le dos à la vie. Un échec n'est pas une mort définitive. Un échec, ce n'est qu'un trébuchement. C'est un faux pas. Mais on peut tomber, on peut se relever et devenir encore plus fort. C'est pour leur rendre leur dignité? Absolument. Leur dignité, surtout leur pugnacité, leur colère de ne jamais, d'exister, leur fureur de vivre, d'accepter. J'ai dit une fois que le plus grand sacrifice, ce n'est pas de mourir pour une cause. Le plus grand sacrifice, c'est de continuer d'aimer la vie malgré tout. C'est une chance inouïe que nous avons d'être sur Terre. Autant en profiter. Il faut savoir inventer son bonheur partout où il est possible de l'inventer. Il ne faut plus vivre dans la nuisance, il ne faut plus vivre dans la détestation. C'est notre pire ennemi, cette toxine qui s'ancre en nous et qui nous ravage de l'intérieur, qui nous empêche de nous émerveiller, d'être heureux, de participer à l'essor d'une nation ou à l'essor d'un enfant. Voilà, c'est ça pour moi l'homme. L'homme, la seule chose qui le retient encore, accroché à tous ses rêves, c'est peut-être l'espoir de le réaliser un jour.